propose donc de ne pas être trop long, en vous remerciant, vous toutes et tous, journalistes, de vous être déplacés au dernier moment. Donc je propose qu'on consacre une large période de temps aux questions et aux réponses. Quand est-ce qu'on attend la décision de la CENI, enfin, le pardon de la Cour constitutionnelle? Alors bonne question. La Cour constitutionnelle est censée statuer dans des délais très brefs. On espère, si elle statue rapidement, on pourrait avoir une décision, je dirais, peut-être demain matin, mais ça n'est pas certain. Oui, carrément, parce qu'ils sont ils sont actuellement en train, et c'est pour ça qu'on a aussi fait cette conférence de presse, c'est parce que les juges de la Cour constitutionnelle sont en train de travailler sur le dossier. Simplement, ils peuvent décider d'avoir un délibéré, de rendre leur décision dans le courant de la semaine prochaine. Mais a priori, c'est une question, je dirais, d'une 8aine de jours pour qu'ils rendent leur décision. Parce que là, en plus, il y a une grave crise institutionnelle. Comme je vous l'ai indiqué par la loi électorale, la loi électorale prévoit un délai très bref à la Cour constitutionnelle pour statuer. Donc, eu égard à l'instabilité que ça génère, la Cour constitutionnelle est obligée de statuer rapidement. Vous avez parlé de deux recours, Baraka et Gonçalves. Exactement. Il y en a un autre, parce que j'entendais qu'il y avait aussi des organisations internationales, voire l'Union européenne, qui avait posé un recours. Alors, j'ai entendu qu'il y avait plusieurs institutions qui avaient l'intention de déposer des recours, mais je ne sais pas si ça a été officiellement formalisé. Pour l'instant, à ma connaissance, il y a 2 recours qui ont été enregistrés auprès du greffe de la Cour constitutionnelle. Mais vous avez parfaitement raison, il y a d'autres instances qui ont manifesté le souhait de l'effectuer. Et en ce qui nous concerne, enfin moi en tant que juriste, j'apprécie beaucoup que l'Union européenne se soit inquiétée de cette situation. Donc ça c'est extrêmement positif et je pense que ça peut avoir un effet contribuant à stabiliser la situation. La France, c'est beaucoup moins inquiété. Alors ça, vous connaissez la diplomatie française. La diplomatie française a pour principe de d'abord laisser s'exprimer l'Union européenne. Excusez-moi d'être un peu direct, mais l'Union européenne sert toujours de paravent donc à la diplomatie française. Et c'est après, lorsqu'elle est poussée dans ses derniers retranchements, que la diplomatie française s'exprime. Pour prendre un exemple que je traite actuellement, la situation au Congo-Brazzaville, où on a également un contentieux post-électoral particulièrement important, c'est d'abord l'Union européenne qui s'est exprimée, et c'est seulement dès le 19 février, et c'est seulement avant-hier, le 19 avril, que la France a enfin pris une position forte. Donc la France, elle réagit toujours en s'abritant derrière l'Union européenne et monte progressivement en puissance. Ça, malheureusement, c'est une tradition de la diplomatie française. J'ai eu une dernière question, oui. Je vais parler des confrères, mais qui sont les personnes qui constituent la Cour constitutionnelle? Qui les nomme? Ils sont là pour combien de temps? Qui sont ces personnes? Alors, je vais vous répondre là-dessus. C'est malheureusement, en ce qui concerne les juges de la Cour constitutionnelle, ce sont les anciens présidents, c'est pour ça qu'on peut avoir quelques soucis quand même, qui nomment les juges à la Cour constitutionnelle. Donc, c'est pas malheureusement une structure qui est 100% indépendante. C'est pour ça que je vous ai donné... À une époque, ils ont nommé des juges. C'est pour ça que malheureusement, ils ont aussi... autant ils ont de l'influence au sein de la Commission électorale nationale indépendante, mais ils ont également, pour d'anciens magistrats qu'ils ont nommés à leur époque, une influence sur ces magistrats. C'est parfaitement exact. Alors, on sait combien sur le nombre de juges? Alors je vous avoue que je n'ai pas fait le calcul. J'ai pas fait le calcul de savoir. Alors là non plus. Là vous me posez une petite colle, mais je vais essayer de voir si je vous retrouve ça. Pour moi, c'est pas un nombre très élevé. Je peux intervenir. Oui, allez-y. Pour remettre à plat certaines Vas-y. vérités, il y a eu 3 dépôts de recours. Il y a 3 recours de déposés. Donc tous les 3 candidats ont déposé des recours. Azali aussi, il a déposé des recours. Maître, oui, allez-y. Je m'excuse. Il n'y a pas de souci. La CENI, elle est habilitée à proclamer des résultats provisoires. Non, c'est pas prévu dans la loi. Excusez-moi, ça veut dire que toutes les élections qui se sont passées aux Comores sont nulles, parce que les élections municipales, c'était la CENI qui a proclamé les résultats en premier, et là, ce sont des résultats provisoires.
il n'y a que la Cour constitutionnelle qui fait les résultats définitifs. Donc, quand vous me parlez... Mais la loi prévoit que c'est le ministère de l'Intérieur qui proclame les résultats provisoires. Pas du tout. C'est La loi a changé depuis le code électoral, je ne me souviens pas la date, mais les dernières années, c'est toujours la CENI qui est habilitée à donner des résultats provisoires. Je dis bien provisoires. Monsieur le ministre, il est là, il a participé à beaucoup d'élections, même aux primaires, même les élections primaires, c'est la CENI qui a délibéré en premier, et les résultats ont été confirmés ou infirmés après. La CC, ce que nous, habituellement, on appelle la CC, c'est elle qui donne des résultats définitifs. Mais c'est pour ça que le terme coup d'État institutionnel m'interpelle un peu. Parce que ça, non, c'est pas un coup d'État institutionnel. La CENI, en fait, là où je pense que vous n'êtes pas concerté avec le candidat Mamadou, lui, il a parlé de coup d'État institutionnel parce que lui, il prétend que l'armée est allée à la CENI pour obliger la CENI de proclamer des résultats. Sauf ce qu'on oublie de préciser, c'est que la CENI avait jusqu'à vendredi minuit pour prononcer les résultats. Et les résultats sont intervenus à 17h, tout simplement. Je pense qu'au-delà de ces détails d'articulation... Ce n'est pas un détail. Oui, s'il vous plaît, vous vous êtes exprimé. On peut répondre aussi. C'est un échange, monsieur. Vous vous exprimez, on s'exprime. Il peut finir, allez-y, terminez. Je pensais que vous aviez fini. Non, ce n'est pas fini, allez-y. Institutionnel, c'est parce que la CENI a fait son devoir. C'est pas normal, c'est pas logique. Permettez qu'on vous le dise que c'est pas logique. Après, l'appréciation politique que vous avez, ça vous appartient. Voilà. Nous, on a notre regard vu de l'extérieur, mais vous pouvez apprécier Azali, machin, ou tout le monde. Je pense qu'au-delà de cette querelle sémantique et aussi de l'articulation des pouvoirs en termes juridiques dont je ne suis pas spécialiste et de timing par rapport à la question de fond, moi je veux bien vous reconnaître expertise par rapport à où commence et où s'arrête la compétence des autres, des uns et des autres. Là-dessus, je ne suis pas expert et je pense que Maître, peut-être, à regarder les textes un peu rapidement. Il l'a dit, on a dû organiser cette conférence dans un timing très très serré. Mais ne faites pas abstraction de la question de fond. Au-delà de qui dit quoi, à quel moment, je veux bien vous reconnaître cette erreur. Je pense qu'effectivement, elle est avérée. L'erreur est humaine, mais le problème de fond, c'est pas que la CENI ait proclamé les résultats provisoires, c'est que la CENI ait proclamé vainqueur Azali en occultant 11 250 électeurs d'Anjouan. C'est quand même cela. Voilà, ce qui a été dit, vous vous êtes exprimé, je termine. Ce qui a été dit, je n'ai pas de preuve de cela, mais je pense que c'est vérifiable. Il n'y a pas de fumée sans feu, même si tout bruit n'est pas forcément significatif. Ce qui a été dit, c'est que le colonel Youssouphi Djihad, chef d'état-major de l'armée, vous êtes journaliste, hein, peut-être que des collègues objectifs pourront ou pas confirmer ou infirmer cette version des choses. Moi, je n'ai pas de preuves, mais c'est celle qui circule. Serait allé faire pression auprès du docteur Gaza, qui est le président de la CENI, pour qu'il publie les résultats malgré donc cette obstruction au niveau des 23 bureaux d'Anjouan. Soyons clairs, s'il vous plaît, soyons clairs. Moi, je suis là pour Mamadou, je l'ai dit. Mais vous êtes peut-être pour Azali ou pour un autre. Mais la question de fond, c'est-à-dire, il ne faut pas que la forme, qui est importante, chasse le fond. Quel est le fond? Le fond, quelles que soient les articulations, la CENI s'est permis, malgré l'alerte du ministère de l'Intérieur, le courrier là, ça par contre c'est une preuve. Hein. Malgré, Maître s'est trompé tout à l'heure, sans doute ne voyait-il pas bien, la lettre n'émanait pas de la CENI. La lettre émanait
du président de la Cour constitutionnelle. C'est là aussi une preuve. Que dit la lettre du ministre de l'Intérieur? Voilà, il y a eu ces saccages sur un certain nombre de bureaux. Ça va impacter sûrement les résultats dans un sens ou dans un autre. Attention, on n'a pas dit que 11 250 électeurs ni que 23 bureaux ont voté Mohamed Ali Soili. Ce n'est pas ce qui a été dit. Il a été dit que dans une fourchette de 2000 voix d'avance, on a occulté 11 250 électeurs. Donc, soyons partisans, moi j'ai mon camp, mais soyons aussi démocrates, parce que quel que soit le camp, le but, c'est de faire avancer les Comores. Demain, si Azali, après un vote partiel sur ces 23 bureaux, l'emporte, je serai un des premiers à dire au camp de Mamadou, pour lequel j'ai de la sympathie, parce que je n'ai pas d'engagement politique direct, mais les gars, reconnaissez qu'il a gagné. Ce que nous refusons, en tout cas... Oui, je termine. Ce que nous refusons, c'est, appelons-le comme on veut, mais ça a tout l'air d'un coup d'État. Dieu merci, on n'a pas utilisé des armes, il n'y a pas mort d'homme, et il faut espérer qu'on n'en arrive pas là. Moi, je suis partisan du droit avant d'être partisan des personnes, parce que c'est ce qui permet d'établir la paix civile. S'il vous plaît, je voudrais revenir sur deux choses. Il faut qu'on soit d'accord sur les éléments de langage. La CENI est habilitée à prononcer des résultats provisoires. D'accord. Elle avait jusqu'au vendredi minuit pour les prononcer. On est tous d'accord là-dessus. Le candidat Mamadou parle de coup d'État institutionnel parce qu'il pense que l'armée est intervenue. Vous nous dites il y a le ministre qui est intervenu aussi pour faire pression. La version du ministre, c'est qu'il faut qu'on organise des élections partielles. D'abord, avant la proclamation des résultats. On est tous d'accord là-dessus. La version de l'Union européenne... Et la version de la Cour constitutionnelle, s'il vous plaît. J'arrive, si vous me permettez, je vais y arriver. La version de l'Union européenne, et elle suggère l'organisation de partiels. On est bien d'accord. La Cour constitutionnelle, consultée par qui? Vous pouvez me préciser? Elle a été consultée par le candidat, Mamadou. Elle demande aussi une organisation partielle. Sauf que ce que vous oubliez de dire, si on parle de la vérité, c'est que la CENI n'est pas habilitée d'organiser des élections partielles. C'est à elle de décider ça. C'est à la Cour constitutionnelle de décider d'organiser des élections partielles. Mais on dit tous la même chose, alors. On dit la même chose. C'est à la... Donc, vous nous dites, il faut que... Non, on ne dit pas la même chose. Parce que... On a dit sur les solutions. On n'a jamais dit que c'est la CENI qui organise les partiels. Vous permettez, c'est la lettre que vous avez montrée du ministre. De sursoir, je dis bien, de sursoir à la proclamation des résultats provisoires en attendant l'organisation des élections partielles. Or, là, ce n'est pas de la compétence de la CENI. La CENI avait jusqu'à vendredi pour prononcer des résultats provisoires. C'est à la CC de se prononcer maintenant. Tout le monde a présenté son recours. Attendons les résultats de la CC, tout simplement. Donc, parler de coup d'État institutionnel à ce stade-là me paraît inapproprié. Attendons les résultats de la CC et puis on verra ce que décide la CC. On ne va pas demander à la CNI d'aller au-delà de ses compétences. Mais il a eu une impression militaire. Vous donnez raison au colonel de rentrer avec les armes pour obliger au président. Mais si, on est sérieux. Vous lui donnez raison. Soyez sérieux une seconde. Il me semble, monsieur le ministre, il est là. Il a assisté ça. Aux élections législatives, qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée? Il y a des militaires qui sont intervenus au sein du palais du peuple. Eh bien, c'est antidémocratique. Il ne fallait pas le faire. C'était qui le ministre à l'exercice à l'époque? C'était qui était au pouvoir? Vas-y, dis-lui le ministre qui était au pouvoir. C'est le pouvoir lui-même, c'est votre candidat, c'est Mamadou qui était ministre à l'époque. Mais il était pas ministre de l'Intérieur. Bon, s'il vous plaît, il y a d'autres personnes peut-être qui veulent s'exprimer. Si c'est au présidentiel. Bon, voilà. Dans le cas présent. Voilà. S'il vous plaît. Il ne faut pas monopoliser la... Non, on se calme. S'il vous plaît, messieurs.
contredit. Vous dites, ah oui, Voilà. Non, c'est pas ça. On est. Faut pas crier, il faut parler doucement. Non, je voudrais juste, s'il vous plaît, un petit point d'ordre, si vous permettez, juste un petit point d'ordre. C'est-à-dire, les gens, on est tous ici, on a tous la liberté de s'exprimer, d'exprimer chacun son point de vue. On peut se répondre avec respect. Nous ne demandons pas autre chose, nous demandons juste le respect, la démocratie. Exprimons nos points de vue de manière apaisée. Nous acceptons que vous puissiez nous contrarier sur ce que nous on exprime et accepter aussi qu'on puisse réagir. Quel est l'état d'esprit du candidat Mamadou? J'aimerais bien savoir. Et après, on va... Si c'est entre vous, allez-y. Dans ce cas-là, Non, allez-y, messieurs. Je m'appelle Moustapha Abdourabou. Oui. Je ne suis ni journaliste, ni politicien. Je suis juste un citoyen comorien qui est là justement pour appeler à toutes les personnes qui sont là que les agissements qui se passent au Comores en ce moment et même les propos qui sont formulés dans cette conférence vont porter atteinte à la jeune démocratie des Comores. Quand j'ai entendu les interventions de M. l'ancien ministre et de M. Chaïra, expert, je me croyais dans une campagne électorale. Les votes sont finis. Là maintenant, on est en train de débattre sur les résultats. Parce que quand on dit, lui il est comme ci, il est comme ça, il est chiite, il est petit, tout ça c'est déjà, maintenant, c'est le peuple comorien qui s'est exprimé et c'est là-dessus qu'on doit se focaliser. Maintenant, je me retrouve vers Maître Kiko, qui a oublié peut-être de lire l'article 9. Que dit l'article 9? L'article 9 de la Constitution, de la loi électorale dit « Les candidats ainsi retenus concernés par l'article 84 alinéa 3 de la loi numéro 1404 du 20 avril 2014 relative au code électoral doivent prendre congé de leur poste public, électif ou nominatif dès la publication des présents arrêts. M. Mamadou n'a pas démissionné. M. Mamadou, en tant que vice-président élu dans le pouvoir actuel, n'a pas démissionné. Ça, on oublie ça. Est-ce que c'est démocratique d'être Premier ministre, c'est-à-dire la deuxième tête de l'État, et de ne pas respecter la loi électorale? On vient ici maintenant nous dire qu'on n'a pas respecté la CNI, tout ça. Il faut que les gens qui sont au pouvoir soient les premiers à respecter la loi, et Mamadou ne l'a pas respecté. Je suis désolé. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que quand on dit que aujourd'hui, je vais vous lire juste aucun n'a démissionné, aucun candidat. Ils ont pris congé. Selon le résultat provisoire de ce double scrutin, 708 bureaux de vote ont été compilés sur un ensemble de 723 bureaux de vote, soit un taux de compilation de 96,93%. Oui, on n'a plus le choix. Le nombre de bureaux de vote qui n'a pas été compilé et en partie saccagé est de 15. Ces bureaux de vote seront déclarés inexistants selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et ne peuvent être ni tabulés, ni encore moins annulés pour permettre une élection partielle. Messieurs, vous les juristes, je m'adresse à vous, messieurs. C'est qui a dit ça? Calmons-nous, restons calmes. Restons calmes. Restons calmes. C'est extrait de Centre-Bleu, en fait. Le extrait, c'est Centre-Bleu. Il y a aussi un arrêt qui dit ça. Oui, il y a un arrêt qui dit ça. Alors, s'il vous plaît, arrêtons de jouer sur l'avenir des Comores. Respectons le choix des Comoriens. Appelons les candidats à trouver une solution et non pas à attiser un feu, parce que depuis 2001, il y a une stabilité au Comores. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Non, allez-y. S'il vous plaît.
Non, non. S'il vous plaît, Siraj, Moustapha, s'il vous plaît, restons calmes. Siraj, c'est bon. Moi, je fais appel à votre Siraj, calme-toi. Je fais appel à votre démocratie, je fais appel à votre amour pour les Comores, pour apporter plutôt un apaisement, une solution, et non pas parler de coup d'État institutionnel ou de post-conflit électoral, s'il vous plaît. Parce que là, qu'est-ce qu'on prépare là? Je fais fi des agissements des représentants de l'Union européenne aux Comores, à Moélie, qui ont voulu même intervenir à la CENI pour aller manipuler les résultats. Ah bon? Non, attends. Là, vous allez loin. Mais Moustapha, s'il vous plaît, je crois que vous avez suffisamment exprimé votre point de vue. Vous avez un retard. S'il vous plaît. D'autant qu'il n'a aucune légitimité à l'être là, il n'a pas été invité. Voilà. Bon, ceci étant, on est dans un pays libre où les gens s'expriment librement, mais vous avez, si je puis dire, entre parenthèses, fait un coup d'État à votre tour puisque vous n'étiez pas invité et que vous êtes là. Mais enfin, vous avez la liberté de la parole, c'est tout aussi bien. Et revenons à la conférence de presse, s'il vous plaît. Revenons à la conférence de presse comme l'a dit notre ami. Je voudrais juste, si vous permettez, avant que messieurs puissent intervenir, rappeler une chose. Bon, cette conférence a le mérite de montrer ce qui se passe dans le pays. Exactement. Nous, notre ligne de conduite, elle est simple. Je pense que, sans insulter notre intelligence collective, au-delà de la lecture, on a dû organiser cette conférence dans un temps record. Il se peut que Maître Tricot ait tiré l'ancienne version du code. Mais soyons sérieux. Effectivement, merci à Bakar d'avoir apporté ces points de précision. Mais l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, je le rappelle encore une fois, c'est que il y a eu donc 11 250 électeurs qui ont été privés de leur droit constitutionnel de voter. Ça, c'est incontestable malheureusement, Moustapha, c'est les faits. Et que l'avance de notre compatriote, parce que on a dénoncé les méfaits d'Azali, mais c'est un Comorien, c'est un des nôtres. Donc, l'avance du colonel Azali, elle est de 2000 voix. Alors, on peut dire, CENI peut proclamer ou ne pas proclamer. C'est important de remettre les choses à l'endroit, et merci. Mais que fait-on du fond? Le fond, c'est que le colonel Azali a une avance de 2000 voix, qu'il y a eu aussi, quand on fait l'addition entre les suffrages exprimés, les nuls, etc., il y a 1300 voix fantômes. Si on soustrayait, par exemple, hypothèse de travail, pas vérité, mais hypothèse de travail, ces 1300 voix, l'avance serait de 700 voix, voire un peu plus, et 11 250 voix n'ont pas été décomptées. Mais soyons sérieux. Est-ce qu'on peut dire sur cette base que le colonel Azali, en s'autoproclamant et en fêtant sa victoire, il n'a pas fait un coup d'État institutionnel? Si. Est-ce qu'on peut dire sur cette base que 11 250 voix iraient à Mohamed Ali Soali? Non. Ces voix pourraient majoritairement aller vers Azali. Donc nous, c'est vrai, on a une sensibilité. Mais la première de nos sensibilités, c'est la stabilité et le droit. Quand 97, 99, un petit peu plus jeunes, moi et d'autres, Chamanga, Mahmoud Ibrahim, Abdallah Mirgan et beaucoup d'autres, on se battait contre le séparatisme, on se battait contre le putsch, on n'avait pas de camp, on n'avait pas de parti. On se battait pour des principes, pour des valeurs. Aujourd'hui, oui, j'ai de la sympathie pour Mamadou et je la revendique. Mais je suis avant tout un partisan de l'état de droit. Nous, ce qu'on demande, au-delà des articulations et des points sur certaines choses, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait l'apaisement, c'est que les choses se passent conformément au droit et qu'ensuite, que le meilleur gagne, mais non pas le retour des bottes
non pas le joug militaire ou l'alliance des contraires entre Sambi, que nous connaissons tous, et le colonel Azali. Si on devait retenir une chose de notre part, au-delà des aspects techniques, c'est cela que nous défendons et pas autre chose. Si demain, dans des conditions transparentes, pas parfaites, mais acceptables, nous serons les premiers à féliciter le colonel Azali de son élection. Par contre, dans le flou artistique actuel, ça ne sera bon pour personne. Vous et moi, nous vivons en France. Nous avons un travail, nous avons un toit, nous avons une vie. Ça fait 40 ans que les Comores sont au fond du trou. Et vous croyez que c'est ce théâtre qui va rétablir, qui va remettre le pays sur les rails? Qu'Azali gagne dans de bonnes conditions ou que Mamadou gagne dans de bonnes conditions, ils auront une légitimité, ils pourront mener une action politique et économique. Après, ils seront jugés sur leur bilan. Si Azali fait ça aujourd'hui, demain, il y aura un autre Azali. Si c'était Mamadou qui avait fait son coup d'État aujourd'hui, demain, il y aurait un autre Mamadou en disant, puisque lui, il est arrivé dans ces conditions-là, pourquoi pas moi? Vous voulez que cette série continue? Où va le pays? Rétablissons les choses et qu'ensuite, que la loi triomphe. Je crois que c'est le meilleur parti qu'on puisse prendre au-delà de nos différences de sensibilité. Mathieu Marga Vega, journaliste Afrique Actuelle, en association avec le site Atelier de médias de la Radio France Internationale. Vous connaissez. Et propos, je souhaiterais tout à l'heure vous avoir une courte interview des deux, donc l'avocat et le ministre, donc quelque chose de très très court et efficace. Ma question est simple. Qui peut nous dire aujourd'hui, décrire la situation au Comores? Qui négocie quoi pour justement aller vers une solution politique? Est-ce que quelqu'un dans la salle est capable de le dire ou on ne sait pas? Je peux récapituler. Il y a eu un premier et un deuxième tour avec une situation de blocage que nous connaissons. D'une part, un camp, celui du colonel Azali, qui a pris les avants. On ne va pas rappeler les conditions sur lesquelles on s'est tous disputés ici. Et puis l'autre camp, le camp de Mohamed Ali Swali, qui estime que, étant donné les données statistiques sur la table et ce qui s'est passé en juin, l'élection n'est pas faite. Donc l'un dit, moi ça m'arrange que les choses restent en l'état, je suis élu, c'est bon. L'autre dit, non, pas du tout, voilà, voici les preuves, ministère de l'Intérieur, Cour constitutionnelle. N'oublions pas que la Cour constitutionnelle a demandé les résultats à la CENI en alertant que si ces résultats ne viennent pas, c'est-à-dire les résultats manquants, je ne serai pas en mesure de faire mon travail convenablement. Donc, on a une situation de blocage comme ça. Amine, excuse-moi, je t'interromps. Monsieur est en train de filmer, alors qu'il n'est pas journaliste, une conférence de presse. Là, c'est mon devoir de responsable de communication. Il est... Oui. Non, mais... Non, c'est pas vous. Pas vous, monsieur. Non. Monsieur dont on ne connaît pas le nom et qui est venu intervenir, vous n'êtes pas journaliste, monsieur. Et à ce titre-là, en tant que responsable de communication, vous n'avez pas franchement l'autorisation, pardon Amine si j'interromps, à filmer une conférence de presse qui est réservée à des journalistes. Que vous soyez intervenu, c'est une chose. Je n'ai pas à intervenir. En revanche, à ce niveau-là, je me permets d'intervenir. Oui, voilà, monsieur. Filmer, effectivement. En tant que citoyen, vous avez le droit de vous exprimer, ce qu'on vous a laissé amplement faire, je pense. En tant que journaliste, vous n'avez pas la qualification pour le faire. Ni pour filmer, ni pour prendre des photos de chacun. Mais, excusez-moi. Je pensais que si on voulait faire quelque chose de privé, on l'aurait fait dans un salon privé. Mais il est privé. Ça n'est pas privé. Ça n'est pas privé. C'est sur invitation et c'est une conférence privée. Oui, une invitation qui a été qui était photocopiée et qui est destinée strictement aux journalistes. Bon,
Désolé, Moustapha, s'il vous plaît. Moustapha, vous n'êtes pas invité. Moustapha, éteignez votre caméra, s'il vous plaît. Et on est bien dans... C'est bien la démocratie, là. Oui. Vous n'êtes pas invité. Moustapha, vous n'êtes pas invité. Non. Moustapha, on pourrait dire que dans la mesure, encore une fois, c'est une interprétation, dans la mesure où le président de la Cour constitutionnelle s'est donné la peine avant l'annonce des résultats, puisque c'est une lettre qui date du 14 avril, alors que les résultats provisoires de la CENI, provisoires et contestés, ont été annoncés le 15. Il saisit le président de la CENI en lui disant « Attention, je n'ai pas reçu tel résultat, et si ces résultats ne me parviennent pas, je ne pourrai pas être en mesure d'accomplir ma mission de juge électoral. » À partir de là, mais ça c'est une interprétation encore une fois, on a du mal à penser que le juge constitutionnel, qui indirectement mettait en cause la CENI dans la mesure en disant attention, voilà quelle est la règle, vous ne la respectez pas, disent bon finalement 11 250 électeurs, on peut les passer par pertes et profits, donc c'est bon, je proclame le colonel Azali élu, sachant la marge qu'elle est. Donc, je n'ai peut-être pas répondu précisément à votre question, mais la situation, elle est là. Pour prolonger cette question, qu'est-ce qui vous parlez de la situation de blocage? Oui. Qu'est-ce qui peut arriver d'après vous qui avez l'expérience et l'habitude Nos craintes sont celles-là, c'est-à-dire que si on veut le pouvoir à tout prix, dans un camp ou dans un autre, qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas, c'est les affrontements. Si... les Comores sont une jeune démocratie au niveau de l'armée comorienne, osons le dire, l'armée comorienne n'est pas un corps harmonisé, structuré en tant que tel, avec une chaîne de commandement consolidée. Donc, si jamais on devait aller vers la catastrophe, et ne lisez rien derrière ce que je dis, parce que je n'ai aucune information relative à ça, mais c'est l'expérience qui fait, je pense que l'armée n'irait pas forcément dans un sens ou dans un autre, parce qu'on a déjà connu une rébellion sous le président Johar, avec les catastrophes humaines que ça a donné. Donc, cessez, mes chers compatriotes, de voir à travers moi le nord-est, c'est-à-dire la région de Mbéni, du Amahamé, dont est issu Mamadou. Voyez un Comorien qui, au-delà de sensibilité humaine, qui peut être partisane, mais c'est objectif, mais je vous tiens de propos intelligibles. Et il faut voir les choses ainsi. Donc ma crainte est celle-là. C'est que si on arrive à une situation où les gens refusent l'application de la démocratie, il faudra un gendarme, je ne sais pas quel qu'il sera, j'espère qu'il interviendra en amont, pour rappeler les gens à rester apaisés. Ce qui m'inquiète, pourquoi on parle de coup d'État? Si le colonel Azali et son équipe et son allié Sambi sont si sûrs de leur victoire, pourquoi ils fêtent déjà, ils ne laissent pas la Cour constitutionnelle se prononcer et confirmer leur victoire? C'est ce qui se passe, ils ont déjà... Non, c'est-à-dire, bon, ça y est, on fête. Oui, ils le font, même ici en France. Même ici en France. Ils le fêtent déjà, il y a des invitations, etc. Donc, pour moi, c'est une situation très dangereuse. Que fera l'autre camp? C'est-à-dire, si la Cour constitutionnelle, et je terminerai par ça, c'est ce que je souhaite, j'espère que les partenaires des Comores vont jouer ce rôle-là, jugent de manière apaisée, je ne dis pas dans un sens ou dans un autre, je ne suis pas juge constitutionnel, mais dans son approche de choses, montre que les choses, et rappelle à l'ordre, si toutefois elle en a la capacité, et à l'esprit de la loi tout le monde, et qu'elle sort un jugement qui est acceptable par tout le monde, enfin par tout le monde, mais disons qui est sur une base solide, peut-être que ça amènera la paix. Après, maintenant, je ne sais pas, moi, c'est vrai qu'on n'est pas devin, mais les faits sont là, 11 250 voix. Est-ce que le fait que le chef d'état-major de l'armée...
Oui. Et thalassémie, est-ce que ça ne veut pas dire que l'armée est derrière Azali? Peut-être que oui, peut-être que oui, peut-être que non. Si effectivement c'est avéré, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup dit, mais je ne suis pas en mesure de vous le prouver. Si effectivement c'est avéré, c'est inquiétant. Mais maintenant, c'est peut-être un jeu de pouvoir. Est-ce qu'en y allant, il y est allé avec toute l'armée? Je ne crois pas. Vous voyez ça comme une démarche personnelle? J'aurais du mal à la qualifier, mais je veux dire que cette démarche, je ne sais pas dans quel esprit elle s'est faite. Il y a diverses interprétations. Certains observateurs disent non, le colonel Idjihad n'a pas voulu nécessairement favoriser l'un ou l'autre, et a fortiori Azali. Il y avait une deadline, c'était vendredi qu'il fallait proclamer les résultats. Les résultats ne venaient pas, il avait peur que ça dégénère. Il s'est pointé et il a dit au président de la CENI, sortez les résultats, sans tenir compte, etc. Il y en a qui disent non, c'était tout à fait calculé et que ça avait pour but de faciliter les affaires de son compagnon d'armes. Mais ce sont des interprétations et moi, je n'ai pas la vérité dans l'affaire. Petit accord, vous avez posé la question. Petit accord, ensemble, si j'ai compris, bien compris, les élections se sont bien déroulées dans l'ensemble, parce que vous ne parlez pas des fraudes dans l'absolu, donc ça s'est bien passé. Donc, je dis l'absolu, donc on va répéter par rapport à cela. La deuxième question, vous avez parlé d'Azali, vous avez parlé de Sambi tout à l'heure. Quand on parle de Sambi, et quand le président arrive quelque part, même ici en France d'ailleurs, le Conseil constitutionnel est complètement caporalisé, et ça se voit en Afrique, comment voulez-vous, aujourd'hui, vous avez déposé un recours, que vous croyez à ce recours à partir du moment où ces deux instruments, cette institution est complètement caporalisée? C'est pas si sûr que ça, parce que j'ai pas une lecture longue de la manière dont c'est composé, se sont succédés les juges de la Cour constitutionnelle. Donc, plus que mon ami Maître Tricot, je resterai un petit peu plus prudent sur les séquençages qui est venu, etc. Depuis combien de temps qu'ils sont là. À mon avis, ils ont beaucoup changé. Et il faut voir que cette Cour a pris quelques décisions très courageuses. Une partie de ses membres, cette Cour, Ahmed Abdallah Sambi, a voulu rester encore un peu. Donc la Cour a dit non. Le terme est arrivé, il faut partir. Ensuite, le président Ikililou et son équipe avaient pris un certain nombre d'initiatives, certaines peut-être jugées au détriment de l'opposition ont été validées. Peut-être y a-t-il eu là absence d'équité. D'autres qui visaient en fait plutôt à faire le bonheur du pouvoir ont été purement et simplement donc écartés. Donc je ne lui ferai pas un procès d'intention. Je pense qu'il y a, je ne sais pas si majoritairement ils sont tous à fond pour l'équité, mais je pense qu'il y a dans cette Cour des hommes de qualité qui ont le sens de la responsabilité et de l'État et de la justice, parce que c'est surtout qui est important, et qui sauront prendre les bonnes décisions. Après, c'est Dieu qui sait. Alors, on termine. Vous avez la dernière question. Vous avez parlé, en fait, il y a une jurisprudence qui a été évoquée tout à l'heure concernant la zone en Joannaise. Alors, cette zone, est-ce que c'est seulement la partie sur les bureaux de vote qui ont été d'accord, les bureaux de vote ont été saccagés? C'est seulement cela où vous devez faire un recours pour l'ensemble de la partie en Joannaise? Oui, donc vous disiez que, excusez-moi, Alors, je reprends autrement la question. Donc, il y a 14 bureaux qui ont été saccagés. Or, 23. Si on regarde la jurisprudence, la jurisprudence montre que l'élection aujourd'hui est validée, mise à part. Je pense que, bon,
Il y a un débat juridique, mais je pense qu'à chaque fois que on rentre dans le débat juridique, il y a toujours des arguments pour et contre. Oui, cette jurisprudence-là, elle est évoquée. Maintenant, c'était dans un contexte un peu spécifique. On est là sur une élection présidentielle avec quand même 10%, encore une fois, du corps électoral manquant. Oui, en juin, mais en juin, c'est les Comores. Voilà. Voilà, je termine. Je termine. Bon, je pense que les faits sont là. Nous, ce qu'on demande, c'est que les faits soient, à notre sens, choquants. Je pense que même si les Comores sont petits, c'est des confettis au milieu du canal de Mozambique. Tout se sait dans le monde d'aujourd'hui. Et j'espère juste que cet exemple n'inspirera pas d'autres Africains à faire en sorte. Notre voie, elle est simple. C'est celle de l'apaisement, du respect des règles et puis du triomphe de la démocratie. Et il ne semble pas qu'elle soit respectée en l'état. Avec... Voilà, allez-y. À ma question, je reviens au droit. Parce qu'en fait, pour que le débat soit apaisé, c'est le droit qui doit nous départager. Celui de la Cour constitutionnelle. Donc, après, vous avez dit que vous allez faire un recours par rapport aux bureaux qui ont été saccagés. Donc, ces résultats des bureaux saccagés n'ont pas été compilés. Donc, cette situation n'est pas nouvelle, parce qu'elle a déjà eu lieu avant. C'est pourquoi il y a eu un arrêt qui a fait jurisprudence sur le même cas qui arrive aujourd'hui. Sur 11 250 voix électeurs. Ce n'est pas nouveau, la jurisprudence considère tous les bureaux les votes qui n'ont pas été compilés comme étant inexistants. Donc, il faut qu'ils soient... au cas où il peut y avoir annulation si les résultats ont été compilés et considérés comme entachés d'irrégularité. Mais là, tant qu'ils n'ont pas été compilés, ils sont considérés comme inexistants par la Cour. Donc en janvier 2011, c'est arrivé, et en 2010 aussi, c'est la même chose. J'entends ce que vous dites. C'est pas le même cas. C'est pas le même cas, mais c'est à peu près c'est des exceptions locales. En substance que si les résultats n'ont pas été compilés, il ne peut pas y avoir annulation. Il y a annulation quand ils ont été compilés et qu'il y a irrégularité. Donc là, c'est le même cas qui arrive. Donc vous n'avez pas les PV parce qu'ils pourront être saccagés. Donc comment voulez-vous que la Cour va à l'encontre de la jurisprudence déjà? Bon, moi je me pose une question. Je me pose une question, c'est une jurisprudence, en rappelant un fait. Il y a eu un débat très intéressant il y a quelques mois de cela, où des juristes de haut vol faisaient des démonstrations d'une ingéniosité absolue, disant que Ahmed Abdallah Sambi, la Cour ne peut que valider sa candidature sur la base de je ne sais combien de jurisprudence, etc. Lui-même y a cru, tout le monde y a cru, et puis au final, il a dû finalement, la Cour n'a pas rejeté sa candidature, et il a fait de Maître Fahami Saïd Ibrahim son candidat. Donc, pour moi, je ne conteste pas le droit, mais on est quand même dans une situation exceptionnelle, encore une fois. On a un candidat, le colonel Azali, qui a autour de 2000 voix d'avance. Dans le comptage de ces voix qui l'ont placé en tête, puisque je ne considère pas qu'il soit encore déjà élu par rapport à la Cour, il y a aussi des bulletins fantômes. Donc, ce qui nous donne finalement comme avance très peu. Est-ce que les juges de la Cour constitutionnelle, qui ne murmurent pas à mes oreilles,
vont dire que, bon, un tel candidat, pour ne pas focaliser, est élu avec plus ou moins 1 million de voix d'avance. Derrière, il y a 11 250 voix en joannaises comoriennes qui manquent, mais on va passer ça par pertes et profits. Jurisprudence, c'est comme si c'était rien passé. J'ai du mal à croire, peut-être que l'histoire me donnera tort, j'ai du mal à croire que les choses se passeront ainsi. Donc, j'aimerais qu'on en termine, c'est-à-dire que ceux qui ne se sont pas exprimés, quitte à ce qu'on revienne, vers vous, s'expriment. Allez-y. Voilà. Oui, moi je représente Mohamed Iloma du média RCTM et de la Lune Presse. Ma question se pose aux intervenants. Si jamais la Cour donne raison à Azali, c'est-à-dire proclame Azali vainqueur, que ferait là le camp Mamadou en ce moment-là? C'est pas de donner raison à Azali. Hein. Oui, c'est pas donner raison. La Cour. Oui, si finalement la décision est profitable à Azali, c'est ça? Quelqu'un veut répondre ou pas que j'ai le Il y en a un. Moi, je pense très bien qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Nous sommes un pays, nous avons une institution qui est le seul à recourir par rapport à tout problème. Donc aujourd'hui, soyons rassurés que la décision qui sera prise au niveau de la Cour, on se pose nous aussi la question, quelle sera la réaction de Azali? Si la Cour demain déclarait Mamadou gagnant. Vous assurez que la position de Mamadou sera de respecter la décision? Bien sûr, il l'a dit. Il l'a dit. Il l'a dit et il est clair là-dessus. En tout cas, c'est la nôtre aussi. C'est la nôtre aussi. Vous ne pouvez pas parler de l'autre camp. Je parle à vous. Oui, je vous le confirme. Mamadou n'a pas reconnu les résultats provisoires annoncés par la Commission nationale électorale indépendante et attend par rapport au recours déjà déposé par lui et l'autre candidat, M. Mouni Baraka. Et de là, la décision qui sera prise au niveau de la Cour constitutionnelle, Mamadou se remettra. C'est un démocrate. Nous avons peur par rapport à ceux qui ont fait des putschs déjà et à ceux qui ont prolongé des mandats en cours de mandat. Et vous comprenez ce que je veux dire par là. Mais si vous permettez, je reviens un peu sur les partenaires. Vous avez, Maître, vous avez indiqué tout à l'heure, en parlant du rôle que pourrait jouer la France en temps de crise aux Comores. Je ne suis pas satisfait de votre réponse parce que pas suffisamment pour pouvoir passer précisément. Il y a une situation de blocage dont vous parlez. Et où sont les partenaires? Les partenaires font très précisément, parce qu'après on sait qui fait quoi par rapport à quoi. Quand je pose cette question par rapport au rôle que joue notre pays, la France, même question vers l'Union africaine, tous les partenaires des Comores. On ne va pas venir après quand le mal est déjà fait. C'est le centre de ma question et je vous écouterai volontiers tout à fait franchement. Non, là c'est une très bonne question. C'est-à-dire quand il y a une situation de contentieux post-électoral, effectivement, d'abord, et c'est la position de toute la communauté internationale, il faut s'en remettre à la loi constitutionnelle, et donc tout le monde attend la décision de la Cour constitutionnelle de l'Union des Comores. Mais la question que vous posez, c'est, imaginons, quelle que soit la décision, qu'une partie des acteurs politiques comoriens n'accepte pas cette décision de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est votre question. Donc là, il y a ce qu'on appelle des instruments internationaux de gestion de conflits post-électoraux, de sortie de crise. Et l'Union des Comores fait partie des 54 États membres de l'Union africaine. L'Union des Comores est également membre de la Commission de l'océan Indien. Donc, au niveau de l'Union africaine, il existe un mécanisme de résolution des conflits, et il existe une commission paix et sécurité animée par Mme Zouma, la présidente de la Commission de l'Union africaine, et par l'ambassadeur Smail Chergui. Donc, eux ont la capacité à désigner ce qu'on appelle des facilitateurs médiateurs. Ça a surtout été utilisé, moins dans la zone Afrique australe
et océan Indien qui nous concerne, ça a plutôt été utilisé majoritairement dans la zone Afrique de l'Ouest et un petit peu dans la zone Afrique centrale. Récemment, la dernière crise qui a été résolue, c'était en République centrafricaine, avec mise en place d'une transition et organisation de nouvelles élections compte tenu des contestations en cours. Et en général, la politique de la France et de l'Union européenne, c'est d'appuyer la résolution des conflits africains par les Africains et de mettre en première ligne l'Union africaine avec le soutien de l'Union européenne et des Nations unies. C'est d'ailleurs le mécanisme qui est en train de tenter de se mettre en place pour les difficultés qui existent actuellement en République du Congo-Brazzaville. Donc, il existe ça. Et ça a toujours été la politique de la France, mais en sachant que la France, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire en introduction, a toujours pour politique de d'abord demander à l'Union européenne de s'exprimer, et ensuite elle marche dans les pas de l'Union européenne et du reste de la communauté internationale. Donc il est certain que si jamais une des parties, quelle qu'elle soit, n'acceptait pas la décision qui va prochainement intervenir de la Cour constitutionnelle, puisque la Cour constitutionnelle va devoir statuer, est-ce qu'il faut ou non des élections partielles pour permettre aux 11 250 électeurs comoriens qui n'ont pas voté de revoter. Soit elle dit oui, soit elle dit non. Et quel que soit le résultat, il faudra qu'il y ait les camps en présence qui l'acceptent. Donc le camp du vice-président Ali Solidi Mamadou a d'ores et déjà dit qu'il accepterait. On ne connaît pas encore la position du camp Azali et Sambi. Donc c'est là où il y a une incertitude. Il aurait été mieux pour la démocratie que les deux camps disent qu'ils acceptent par avance la décision de la Cour constitutionnelle. Et c'est ça qui inquiète la communauté internationale. Et notamment la France est très inquiète de savoir qu'il n'y a pas... Tous les acteurs politiques comoriens n'ont pas indiqué qu'ils allaient se soumettre, comme c'est la loi, et c'est la Constitution, c'est la loi fondamentale. J'ai rappelé que l'article 36 de la Constitution, c'est lui qui impose comme seul juge du contentieux électoral la Cour constitutionnelle de l'Union des Comores. Donc si tous les acteurs politiques ne veulent pas respecter leur propre constitution, leur propre loi fondamentale, là la démocratie est en péril. Et là les mécanismes de résolution des conflits se mettront en place. J'espère qu'on n'en arrivera pas à l'envoi de casques verts de l'Union africaine et de casques bleus de l'ONU pour calmer la situation comore. Et c'est là où effectivement je soutiens l'appel qui a été effectué par M. Amin Chaïwa. C'est un appel à la responsabilité. Et il faut être légaliste. L'Union des Comores est une jeune démocratie et tous les acteurs doivent respecter l'intégrité de leur population. On a connu malheureusement des saccages de 23 bureaux de vote, c'est scandaleux, mais ces violences-là ne doivent plus se reproduire. Et donc s'il y a une décision de la Cour constitutionnelle, qu'elle soit favorable ou défavorable à un camp ou à un autre, il faut la respecter, parce que sinon on entrera dans une grave crise. Et là, ce qui va se passer, il va y avoir un mécanisme, qui est un mécanisme bien connu, qui est un mécanisme de sanctions économiques. Donc on avait rappelé que péniblement l'Union des Comores avait atteint le point d'achèvement pays pauvres très endettés, PPTE, donc avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ce qui a permis la reprise de financement. Si on entre dans une situation d'incertitude et de chaos, il y aura des mesures de sanctions. Les mesures de sanctions, ça passe par des mesures de sanctions économiques, c'est-à-dire qu'il y a suspension des fonds des bailleurs internationaux, c'est-à-dire la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Agence française de développement, la Banque européenne d'investissement, je ne vais pas citer tous les bailleurs de fonds, la Banque africaine de développement. Donc tous ces bailleurs de fonds internationaux suspendront leur concours. S'il y a des responsables politiques qui prennent des initiatives contre la démocratie, crée une situation de quasi-guerre civile, il y aura également des mesures de sanctions personnelles, c'est-à-dire que là, on va se retrouver un peu comme le cas de la crise burundaise ou autre, où c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui interviendra et qui prononcera des solutions d'embargo économique, de sanctions personnelles contre les dirigeants, interdiction d'avoir des visas, de voyager, gel de leurs avoirs à l'étranger, etc. Enfin, on risque d'entrer dans un mécanisme institutionnel international qui est très lourd. Donc aucune des parties, je l'espère, ne souhaite en arriver là, parce que ce serait un appauvrissement total de l'Union des Comores. Donc notre conférence de presse d'aujourd'hui se situe dans un cadre légaliste. C'est pour ça que nous avons permis à tout le monde de s'exprimer, et on est ravis qu'il y ait des points de vue différents. Une conférence de presse, c'est pas fait pour uniquement donner un point de vue, et puis c'est aussi pour permettre des questions et le débat. Mais par contre, nous insistons sur le respect de la légalité. Il y a une légalité constitutionnelle à respecter. Je vous en prie. Il y a un certain nombre de bureaux de vote qui ont été détruits. Il y a des enquêtes
qui a fait ça. Effectivement. Je donne la réponse. Je donne la réponse. Je commencerai d'abord par dire que tout ce qui concerne le chef d'état-major d'avoir intervenu auprès de la Commission nationale électorale, il n'y a rien d'officiel sur cette affaire. Le cas Mamadou n'a jamais fait une déclaration d'absence. Donc je voudrais être clair, c'est des problèmes seulement évoqués au niveau des réseaux sociaux. Vous connaissez, nous les Comoriens, on est ce que l'on est, on parle beaucoup, la plupart du temps, pour ne rien dire, même si les choses n'ont pas de sens, mais on continue à dire. Moi, je connais très bien le chef d'état-major. Je ne le vois pas aller exiger la Commission nationale pour donner des résultats. Seule la Commission nationale s'expliquera le moment venu par rapport à leur décision. Deuxième chose, si je dois me rappeler, je pense que les Comores, nous tous, nous les Comoriens, nous devrions quand même nous mettre par rapport à la chance que nous devrions donner à notre pays pour que la démocratie existe, pour que nous rassurions quand même la population comorienne. On est un peuple docile. On comprend les choses là où, franchement, il y a raison, on se soumet. Le problème qui s'est posé en juin, c'est un problème. Eux, ceux qui ont saboté les urnes, savaient très bien qu'ils n'allaient pas gagner dans cette localité. C'est l'arrière-pays d'Anjouan. Ça, c'est documenté, on sait qui sont les personnes qui sont... Oui, bien sûr. On vient d'interpeller un colistier du candidat Azali, parmi ceux qui ont saccagé les urnes. Donc il est clair que c'est le camp Sambis Azali qui a... Oui, c'est le camp Sambis Azali, c'est clair. C'est clair. C'est pas des choses qui sont cachées. Et j'avais bien expliqué au début, c'était un plan B d'après eux. Et on l'attendait avant le déroulement du scrutin. Moi, j'ai été en juin. J'ai été en juin, je crois, jeudi ou vendredi, avant l'élection. On avait des informations qui nous disaient qu'il se déclenchera toujours un plan B par rapport à en juin. Même à Moëli, il y a eu des incidents dans ce sens à Moëli, mais qui sont quand même moindres. Mais les recours déposés font partie, et ces choses-là font partie des recours déposés. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Azali et Sambi? Ils ont dit, ouais, ben, ça c'est nos supporters, on les tient pas, ils font ce qu'ils veulent. Non, ils font semblant d'avoir rien entendu. Ah oui, mais c'est le problème. Donc ils n'ont pas besoin d'entendre, ils te regardent. Donc ils n'auraient pas dit un seul mot. Aucun mot. Ils ont chanté qu'à partir de la victoire. On a donné des concerts un peu partout, on a fait des manifestations de tout genre par rapport à l'élection. Pour eux, c'est déjà gagné. Hein? Je pense que la seule chose qui doit les retenir aujourd'hui, c'est parce qu'il ne peut pas y avoir passation avant les résultats de la Cour. Mais pour eux, ils ont gagné. Il ne leur a pas demandé un gouvernement encore. Il ne leur a pas donné des comptes. Il ne leur a pas dit... il semblerait que vos gars, ils ont un petit peu... fait des dégâts sur Anjouan, donc, mais c'est pas grave. Non, ils étaient convoqués. Le candidat Azali n'a pas voulu y aller. Le président de la République les avait convoqués après. Oui, il a fait fuir, il ne voulait pas y aller. Vous savez de quelle nature étaient les saccages? Des intimidations devant les bureaux de vote? C'était des... Non, le matériel électoral a été détruit. On vous a montré des photos. L'élection avait même commencé à se dérouler. Eux, ils sont venus, ils ont saccagé les urnes de toute une région. C'est dans le New-Makele, c'est l'arrière-pays de l'île d'Anjouan. À Domoni, ça s'est passé aussi. Donc, il y a eu préméditation par rapport à la démarche. Ils étaient sur place, donc on peut en témoigner avec des preuves à l'appui. Tous les Comoriens qui sont là savent très bien comment les choses se sont déroulées. Tout le monde là a des informations réelles de tout ce qui s'est passé. Moi, je suis rentré des Comores il y a à peine 6 jours. Mais j'ai vécu des choses que tout le monde... Non, tu n'as pas à me poser une question puisque tu sais toi-même ce que moi je dis. Et tu comprends ce que je dis. Donc soyons courtois. Ok, moi je dis. Oui, s'il vous plaît. Vous allez... Non. Je pose une question juste, une question normale. Attendez, on peut... Je ne peux pas intervenir, je ne peux pas poser une question. S'il vous plaît. On donne la priorité à ceux qui n'ont pas encore parlé. Non, attendez. C'est nous qui donnons la parole et on vous la donnera. S'il vous plaît, c'est nous qui donnons la parole, on la donnera. Il y en a qui ne se sont pas encore exprimés. Voilà, exactement. On va les laisser s'exprimer. Il y a aussi les journalistes. Après, effectivement, on revient vers vous.
vous allez... Question, non, tu as quelque chose... Ça va, on va répondre s'il y a des questions. Voilà, on voit ici, s'il n'y a pas de questions, on revient vers vous. Précision. Oui, mais vous vous êtes exprimé. Voyons s'il y a des personnes qui ne sont pas encore exprimées, qui veulent le faire, et après on passe à vous. Et après on conclura, parce qu'à un moment donné, il faut savoir conclure. S'il vous plaît. Une question qui concerne la France. On est un peu loin du débat sur le contentieux électoral lui-même, mais c'est un sujet important de l'élection présidentielle. Il y a eu des violences, et puis des manifestations, tout un blocage de liste, une grève à Mayotte il y a très peu de temps. Exact. Dans beaucoup de reportages qu'on a vus là-bas, la situation des immigrants comoriens qui viennent à Mayotte a été soulevée. Est-ce que entre les candidats de l'élection présidentielle, c'était un enjeu sur cette question de l'immigration légale vers Mayotte? Bon, si vous voulez mon point de vue, je pense que les problèmes de Mayotte aujourd'hui, ce sont des problèmes qui restent à Mayotte. Et les problèmes comoriens sont les problèmes comoriens. Moi, je ne pense pas que l'élection en Grande Comore peut influencer sur les événements de... Non, pas la situation sociale, mais oui. La question de l'immigration en général. Oui. Des Comores vers Mayotte, est-ce que là on touche à un enjeu qui a divisé les candidats pendant l'élection présidentielle? Non, en fait, le problème récurrent de l'immigration à Mayotte, ce bras de mer entre Anjouan et Mayotte est devenu le plus grand cimetière maritime du monde. Bon, c'est un problème qui est lié à la pauvreté. Beaucoup de gens voient Mayotte comme un Eldorado. D'autres y vont pour des soins parce que la situation étant ce qu'elle est aux Comores, donc on essaie un petit peu, c'est le sauf qui peut. Si les Comores doivent avoir un avenir, cette situation ne peut pas perdurer. Donc je pense que son règlement passera par un État comorien stable et volontaire et aussi par une bonne compréhension mutuelle entre les Comores et la France. Le contentieux historique, il est ce qu'il est, mais au jour d'aujourd'hui, je ne verrai personne dire que la France n'est pas le partenaire économique privilégié. D'autres ont vocation et commencent à se positionner, mais il y a des liens historiques qui sont là. Et j'espère que la bonne gouvernance aux Comores, qu'elle soit portée par Mamadou, par Azali, à partir du moment où ça s'est fait dans des bases saines, ça serait effectivement qu'on puisse arrêter ce phénomène, du moins le juguler, parce que derrière ça, c'est des drames humains avant les relations politiques intérieures. On va passer à deux dernières questions pour vous deux, qui, si nécessaire, auront des réponses. Moi, je préfère qu'on donne la parole aux journalistes. Et après, donc, à tout seigneur, à tout honneur, même si on est en démocratie, le ministre dit qu'on donne la parole aux journalistes. Au moins, ma question elle est simple. Quels sont les éléments juridiques qui composent le recours du candidat Mamadou? Je crois que le juriste est là, mais c'est une question de bon sens. Donc, il y a eu des saccages, donc j'imagine que des preuves ont été collectées. C'est d'autant plus que vous avez vu, pas après l'annonce des résultats, avant l'annonce des résultats, le ministère de l'Intérieur, qui ne compte pas que pour du beurre, il n'a pas dit non, attention, faites en sorte que ce soit Mamadou qui soit élu. Hein. Non, il a dit, voilà, il y a des sérieux problèmes qui se sont passés en juin, il faut surseoir à la publication des résultats provisoires, le temps de voir ce qui se passe. Donc j'imagine que c'était sur la base d'éléments, bien sûr. On avance le nom du colistier, etc. Donc c'est un dossier juridique, il a dû être construit comme tel. Après, les faits sont têtus. Hein. Vous avez vu vous-même, ce courrier, on ne l'a pas inventé. C'est la Cour constitutionnelle qui a saisi elle-même la CENI pour alerter sur les problèmes qui se sont produits. Après, il y a d'autres preuves, comme des faux PV qui ont été signés par la même personne. Il y aurait des centaines, si ce n'est des milliers. Donc, c'est un dossier, pour employer une expression juridique, c'est un dossier qui ne serait pas vide, mais plein comme un œuf.
Mais pour compléter la réponse sur le plan juridique, il y a deux aspects du recours devant la Cour constitutionnelle. Il y a l'aspect qui vient d'être évoqué en dernier par M. Amin Chaïwa, ce sont les irrégularités au niveau des procès-verbaux, effectivement signés plusieurs fois par la même personne, alors que dans des bureaux de vote, obligatoirement, ce sont des personnes distinctes qui président un bureau de vote et qui doivent signer. Donc si c'est le même président qui signe pour plusieurs bureaux de vote, là c'est une irrégularité juridique flagrante. Donc il y a un recours sur l'aspect donc irrégularité, et il y a le recours sur les articles que j'avais précités, articles 6 et 7 de la loi électorale, qui indique que nul ne peut s'opposer au vote d'un électeur, et que le suffrage est librement exercé, nul ne doit tenter d'influencer le choix d'un électeur par contrainte, menace, etc. Là, on est vraiment dans la contrainte où on empêche des électeurs de s'exprimer. Donc c'est une violation totale de la loi électorale. Et donc effectivement, comme il y a eu 11 250 électeurs qui ont été privés de leur droit de vote constitutionnel, le recours formé demande à ce qu'il y ait décision par la Cour constitutionnelle d'organiser de nouvelles élections partielles pour que dans les 23 bureaux de vote qui ont été saccagés et où les électeurs n'ont pas pu se rendre, ils aient la possibilité à nouveau de se rendre. Puisque, comme on l'a dit, ces 11 250 électeurs doivent pouvoir voter. Et en plus, leur choix sera décisif, puisque, comme on l'a déjà dit, il y a un simple écart de 2000 voix entre les deux candidats. Donc, ce sont ces élections partielles, si elles se tiennent, qui feront la différence. Je termine l'intervention du maître Tricot. Je vous présente Ouzali Alidi, je suis du parti Ridja, un parti qui s'est rallié à la candidature de Mamadou au lendemain du premier tour. Et donc, en fait, je vais intervenir et terminer l'intervention de Maître Tricot. En fait, il y a une différence à faire entre, parce que là, c'est l'intervention de Moustapha. Voilà, Charan, qui m'a interpellé. En fait, il faut faire la différence entre un bureau de vote ou un village ou une ville qui a décidé délibérément de sa propre volonté de ne pas voter, comme ça a été le cas à un village qui s'appelle Salimani, et un moment auparavant, enfin, je ne sais pas il y a combien d'années, 5 ans, quelque chose comme ça, un village qui s'appelle Zahani. Par des raisons qui leur sont propres, que je ne peux pas vraiment expliquer, que j'ignore, ils ont dit, nous, on ne va pas voter. Abstention. Et ils ont tenu parole, l'élection est terminée, ils n'ont pas voté. En fait, tout le village n'a pas voté. Mais là, ça venait de leur volonté. Personne n'a privé le droit civique à ce village-là, à cette ville-là. Personne. Donc, il ne faut pas faire la confusion. C'est passé en 2000... je ne pas ces élections-là, vous parlez de ces élections-là, mais ça s'est passé en 2011. Il y a eu des bureaux qui étaient saccagés. Donc, les gens, on n'a pas pu compiler les résultats de ces bureaux-là. Donc, plus ils n'ont pas pu être compilés, ils n'ont pas pu être annulés. Et il faut qu'il y ait annulation pour qu'il y ait élection partielle. Donc, il ne peut pas faire une élection partielle sans d'abord qu'il y ait une annulation de ces résultats, entretien des régularités. Donc, l'arrêt a considéré ces bureaux-là comme étant inexistants. Donc, inexistants. Donc, il a donné la Cour constitutionnelle a donné les résultats sans prendre en compte ces bureaux-là où les votes ont été considérés comme inexistants. Si vous permettez, on a compris. Effectivement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, Ouzali, tu as donné une précision, je t'en prie. Vous allez donner la précision après, mais je continue sur ce que je voulais dire tout à l'heure, en espérant que vous allez me laisser terminer, parce que je vous ai laissé terminer, parler librement sans problème. On est en démocratie, c'est ce qu'on réclame depuis qu'on est là. C'est bon. Et donc, je veux dire, à ne pas faire cette confusion-là entre quelqu'un qui a décidé de ne pas aller voter et quelqu'un qu'on a forcé à ne pas voter. Vous imaginez et vous vous rendez compte si, par exemple, aujourd'hui, on légalise, on dit, bon, c'est bon, c'est pas mon camp, donc, enfin, X ne va pas voter pour moi, donc, je fais un frein à son droit civique, parce que de toute façon, je sais que sa voix ne va pas dans mon camp. Alors, vous imaginez si tout le monde s'amuse à faire ça, où est la démocratie? On va arriver où? Donc c'est ça le problème. Le vrai enjeu, il est là l'enjeu. C'est-à-dire que là maintenant, on va donner libre cours à
je sais pas, à tout candidat. Par exemple, demain, il y aura les législatives, il y aura d'autres présidentielles qui vont suivre après. Donc, ça veut dire on donne libre cours aux gens, ou plutôt aux candidats, de faire le frein à certains électeurs de ne pas aller voter. Parce que de toute façon, à l'arrivée, personne ne dira rien. À l'arrivée, la Cour constitutionnelle, organe habilité à valider toute élection, de toute façon, voilà, personne ne va rien faire, et donc on laisse libre cours, voilà. Et donc, là, je crois, c'est la démocratie dans un champ de ruines. Moi, je vois pas, ou je n'ai pas compris la démocratie comme ça. Et j'insiste aussi sur ce qu'a dit Maître Tricot tout à l'heure, comme quoi, de toute façon, sur l'article 6 et 7 de la loi électorale, c'est qu'on ne peut pas forcer, c'est bien dit, hein, noir sur blanc, c'est écrit noir sur blanc, on ne peut pas forcer les électeurs ou n'importe quel électeur de ne pas faire son devoir civique. Sinon, c'est considéré comme étant une irrégularité. Et donc, je vais dire par là qu'il y a quand même eu une tâche, mais de toute façon, avec Azali, on s'est habitué avec des tâches. Et donc l'histoire de toute façon a retenu que le dernier coup d'État a été perpétré, commandité par Azali. Et donc aujourd'hui, il veut revenir à la manette, toujours par un putsch, un coup d'État, même si cette fois-ci il est un petit peu maquillé, moderne, institutionnel. C'est malheureux quand même. Et je remercie au passage le peuple comorien d'avoir su garder son calme, d'avoir montré sa responsabilité, son esprit patriotique, parce que je suis sûr et certain que si c'était le camp d'en face, le camp d'Azali, il y aurait eu un bain de sang, comme il l'a montré dans certaines images. On a vu même des images arborant des gestes d'assassinat. Et donc, je remercie le peuple comorien d'avoir su garder son calme. Et je remercie Mamadou et tout son camp de montrer un esprit de responsabilité, un esprit de démocratie, parce qu'il faut à un moment donné que l'état de droit excelle dans notre pays. Et donc, pour revenir à une question qui a été répondue tout à l'heure par, je crois, mon collègue Amine, c'est que Mamadou, Mohamed Ali Soali alias Mamadou, acceptera les résultats de la Cour constitutionnelle. Il est différent de ceux qui sont en train de triompher pour un résultat provisoire. Et ça, c'est antidémocratique. On peut se réjouir d'un résultat provisoire en se disant c'est un bon signe, ça appelle à un bon résultat, ça appelle à... Oui, tout ça, ça peut s'accepter. Mais descendre dans la rue pour fêter carrément une victoire comme si ça a été proclamé, mais en tout cas, ça ressemble à Azali. Je vous remercie. On va laisser conclure le ministre. Voilà, exactement. Justement, je profite de l'occasion pour vous adresser tous nos remerciements. Moi et l'ensemble des Comoriens résidant à Paris, en France, de manière générale soutenant le candidat Mamadou, Mohamed Ali Soali, donc à son nom, à son équipe et à tous ses alliés, nous attendons impatiemment les résultats officiels de l'élection présidentielle de l'Union des Comores, suite à l'arrêt qui sortira sans doute dans les prochains jours de la Cour constitutionnelle. Nous appelons à tous les Comoriens résidant aux Comores et même ceux qui sont ici en France à rester calmes et sereins et attendre les résultats. Et je vous remercie. Merci.